Donc, je suis Danielle Tosato-Rigaud. Je suis actuellement professeure d'histoire moderne à l'Université de Lausanne. Et je m'intéresse à l'histoire de la Suisse d'Ancien Régime, dans ses dimensions d'histoire des mentalités en particulier, mais aussi d'histoire politique, socioculturelle. Et puis, j'aime bien faire de l'histoire locale aussi, parce que je pense que l'histoire locale est peut-être un des moyens qu'on a de vraiment pratiquer l'histoire, je dirais, dans toutes ses dimensions, et elle nous rattache très très vite au vaste monde. Alors, moi je dirais que l'histoire sert principalement à se remettre en question. À se remettre en question. Au fond, on peut le faire soit en voyageant dans l'axe géographique, c'est-à-dire qu'en faisant des voyages dans d'autres pays, on se rend compte que les gens vivent autrement, pensent peut-être autrement aussi. Et pour moi, l'histoire, c'est un voyage, mais un voyage sur l'axe du temps. Et c'est assez intéressant de voir que sur des espaces qui nous sont très proches, l'endroit d'où je parle ici maintenant, eh bien, les gens vivaient autrement il y a 5 ans, 10 ans, il y a peut-être 6 mois, il y a 2 siècles. Et donc ça pour moi c'est un élément assez crucial que cette remise en question, ça aide à se situer. Et puis je crois que ça aide à comprendre comment on vit. Hein. Et je dirais que l'histoire permet de voir que rien n'est évident. En fait, tout ce qui est là maintenant, ce qu'on fait, n'est de loin pas une évidence. On peut le voir dans des tout petits détails. Par exemple, partir de chez soi à l'âge de 18 ans, ça n'a rien d'évident. C'était pas tout à fait comme ça il y a 10 ans peut-être, ou il y a 20 ans. Puis la peine de mort, c'est pas évident non plus. Il y a des endroits où elle existe, il y a des endroits où elle n'existe pas. Chez nous, elle existait pendant très longtemps. Donc, je trouve que l'histoire nous amène à cette distance à prendre par rapport à l'évidence de ce qu'on fait quotidiennement. Et puis donc, ça nous amène aussi, je dirais, à apprécier autrement le monde qui nous entoure. J'étais ce samedi passé au château de Prangin, qui était voilà un château comme beaucoup d'autres. Mais quand on a lu pendant quelques heures le journal qu'a tenu le propriétaire de ce château, où il raconte sa vie quotidienne, où il raconte comment il va couper des arbres dans sa propriété, on ne repasse plus devant ce château de la même manière. Ou par exemple quand on va voter, je pense à la question du droit de vote des femmes, quand on sait tout ce qu'il y a là derrière, tout ce qu'il y a derrière l'acquisition du droit de vote des femmes, on n'est juste pas en train de le vivre et de l'exercer de la même manière. Donc voilà, se remettre en question, et puis je dirais que ça nous responsabilise aussi, parce qu'on voit que le monde dans lequel on vit, c'est pas des éléments juste posés là comme ça, tombés là par hasard, mais au fond tout est œuvre humaine, tout est le fruit de grands projets, de grands projets d'hommes et de femmes comme vous et moi. Et donc, je dirais, ça nous oblige aussi à ne pas être fatalistes. Rien ne doit être comme ça, puisque l'histoire nous montre à chaque moment que tout aurait pu être autrement. Et pour moi, l'histoire sert justement à être pour nous ce grand réservoir d'alternatives dans lequel on peut puiser pour se situer, pour donner un sens au monde qui nous entoure. Alors, c'est pas facile hein, comme question, parce que plus on en fait, moins on sait exactement comment ça se ficelle tout ça. Mais je dirais que pour moi, fabriquer de l'histoire, c'est d'abord poser des questions. Poser des questions ou des problèmes. Et ce qui caractérise la fabrication de l'histoire, parce qu'il y a plein de disciplines où on se pose des questions, c'est qu'on va chercher des réponses dans des documents, dans des traces. Au fond, hein, il y a plein de choses qu'on peut savoir seulement parce qu'elles ont laissé quelques traces. Et au fond, moi je travaille un peu à l'intérieur de ce fameux triangle, qui n'est pas le triangle des Bermudes, mais le triangle de l'historien, c'est-à-dire poser des questions qui aient encore un sens pour moi aujourd'hui,
Par exemple, je ne sais pas, comment est-ce qu'on fait dans une société où les ressources sont très précaires, où il y a très peu de choses. Ça, par exemple, c'est la Suisse au XVIIe. Je suis en train d'écrire un chapitre sur la Suisse au XVIIe. Donc voilà. Hein, comment est-ce qu'on se comporte? Comment est-ce qu'on gère une société où on ne peut pas augmenter les ressources? Alors, une question, un problème, et puis ensuite, je cherche des documents qui me paraissent pouvoir contenir des réponses. Et puis, évidemment, je lis des livres, ça c'est l'autre partie du triangle. Hein. Il y a qu'est-ce qu'on veut savoir, ça c'est le problème. Il y a, au fond, comment peut-on le savoir, c'est les documents qu'on va solliciter. Et puis, il y a qu'est-ce qu'on sait déjà, et ça c'est la littérature secondaire, et il faut lire. Et moi, je dois beaucoup lire. Alors à partir de là, on se meut dans ce triangle et puis on essaie d'arriver à quelques résultats. Très souvent, on voit surtout tout ce qu'on ne sait pas encore. Et la difficulté, c'est d'arriver à un moment à dire maintenant, stop, je m'arrête, je fixe ces résultats-là. Mais je dirais que pour moi, l'élément vraiment le plus important, c'est est-ce que j'ai trouvé la bonne question ? Parfois, on a des très bonnes questions. Moi, j'ai des tas de bonnes questions. Par exemple, je reprends l'idée des femmes. Je m'intéresse à en savoir plus sur les femmes au XVIIe en Suisse. Ben, le problème, c'est que je n'ai quasiment pas de documents pour parler d'elles. Donc, ce n'est pas une bonne question que je peux vraiment traiter professionnellement. La liste des questions, eh bien, on la formule en fonction, je dirais aussi, de son insertion dans la société d'aujourd'hui. Hein. On est très influencé par ça aussi. Une question, par exemple, à laquelle j'ai essayé de répondre récemment, c'est comment est-ce qu'on éduque le citoyen ? Alors, c'est une question qui a, je dirais, une tonalité très actuelle, parce que l'éducation citoyenne vient d'être mise au programme, je crois. Et une question dont on voit qu'en 1798, au moment de la Révolution vaudoise, c'est la question numéro 1. Parce que après la Révolution, c'est l'égalité des droits et qu'il y a une prise de conscience de la part des nouveaux pouvoirs que ce nouveau citoyen, si on veut qu'il puisse vraiment aller voter, ce qu'il fera pour la première fois, eh ben, il faut qu'il sache de quoi il retourne. Il faut que ce soit un citoyen éclairé. Et donc, on met en place tout un système d'éducation du citoyen. Et voilà, il y aurait d'autres exemples, mais disons, cette fabrique de l'histoire, elle est à la fois, je dirais, on peut la décrire, on peut expliquer ce triangle, et puis après, je dirais, elle comprend beaucoup d'impondérables, et c'est ça la vraie recherche, et c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus, je dirais, trop préjuger de ce qu'on va trouver. Il faut poser les bonnes questions, et puis ensuite faire une vraie enquête, pour voir où nous mène finalement l'étude des traces que nous avons. Parce que nous ne travaillons que sur ces traces-là. Je pourrais certainement écrire une histoire suisse, du moins sur une certaine période. Et puis je lis toujours avec beaucoup d'intérêt les histoires suisses écrites par d'autres aussi. Moi j'ai une grande attente, disons, par rapport à des histoires, justement, à des histoires suisses qui questionnent, à des histoires suisses qui sont critiques, à des histoires suisses qui montrent justement que ce qu'est devenu la Suisse aujourd'hui, ce qu'ont vécu ses habitants, c'est le fruit de toutes sortes de ruptures, de moments de crise, de conflits, et puis c'est pas un long fleuve tranquille, d'une part, c'est pas un continuum non plus. Donc, ce que je trouve extrêmement important, c'est de ne pas raconter une success story. Regarder de quoi nous sommes partis et l'épopée suisse, parce que je trouve que si on fait ça, on a l'impression aujourd'hui, au fond, de plus tellement être à la hauteur. Au fond, aujourd'hui, on serait des pauvres Suisses en crise perpétuelle parce qu'on ne sait plus ce que c'est que la Suisse, parce qu'on a honte du rôle de certaines de nos institutions, les banques, enfin, etc. Mais si nous jetons un regard critique sur notre passé, nous nous rendons compte que depuis les premiers mercenaires du XVIe siècle ou autres, enfin ces questions d'enjeux financiers se sont toujours posées. Enfin, donc pour moi, disons, un bon livre d'histoire suisse, c'est-à-dire un livre d'histoire suisse qui a cette utilité sociale. Et puis aussi, je dirais,
il y a évidemment le concept de Suisse qui est problématique, c'est-à-dire de quelle Suisse voulons-nous parler, de la Suisse des Suisses. Là, je crois aussi que c'est très important qu'un livre d'histoire suisse parle du territoire que nous occupons aujourd'hui et puisse aussi donner des réponses à la multiculturalité de la Suisse d'aujourd'hui. Là aussi, il y a des mythes ou des constructions de légendes qu'il faut totalement revoir. L'élément étranger a toujours été extrêmement important dans la Suisse, par exemple. Et alors, si on présente un peu l'histoire de la Suisse comme ça, on peut faire plus de liens avec aujourd'hui, au fond, et montrer justement disons, ce passé de la Suisse plutôt comme encore une fois, un grand réservoir dans lequel on peut puiser par rapport à nos interrogations d'aujourd'hui, nos curiosités aussi. Et alors là, peut-être encore un élément que j'aimerais soulever, ce que je trouve très important, c'est que l'histoire, la pratique de l'histoire nous donne la possibilité disons, d'entrer dans plusieurs points de vue. Au fond, on peut très bien raconter l'histoire suisse à un moment donné en épousant le point de vue d'un artisan qui constate que la Suisse s'industrialise. On pourrait aussi se mettre dans la peau d'un patron. Donc, pour moi, que l'histoire arrive à transmettre ça aussi, cette capacité à être dans plusieurs positions, je trouve que c'est un beau défi pour un livre d'histoire.